Bon, ben, moi je vais vous parler maintenant du Maroc et de la poste chérifienne, euh, qui est en tant que telle la première poste marocaine, la première poste comment dire, officielle du Maroc, qui ne dépendait pas d'une poste étrangère. La poste chérifienne a commencé en 1892, créée par le sultan de l'époque, et s'est poursuivi pendant 20 ans avec des cachets Magzen et a eu un emploi relativement faible, je dirais. Il n'a pas concurrencé les autres postes étrangères. Alors, ici à gauche, on voit une carte postale de la poste de Casablanca avec la boîte postale des postes chérifiennes et un RECAS, qui est un postier de l'époque. Donc, c'est l'époque entre 1892 et 1912. À partir de 1912, la poste chérifienne va être réformée par un nouveau directeur français, mis en place par le nouveau sultan de l'époque, et va prendre une extension beaucoup plus importante et concurrencer les autres postes en place, c'est-à-dire les postes françaises, anglaises, allemandes et espagnoles. Ils vont introduire des timbres-postes et le principal changement va être que les anciens postiers à pied de l'époque des Magzen vont être sur des chevaux et donc avoir une rapidité beaucoup plus importante de transfert du courrier. Cette poste chérifienne n'est pas une poste liée à l'UPU, donc c'est une poste qui sera une poste locale et il faudra, comme l'a dit Thomas, l'emploi d'une poste étrangère pour quitter le pays. Ici, je vais vous présenter uniquement la partie qui concerne les autres pays possibles. Donc tout d'abord, une rapide présentation des timbres. On a donc une série de 6 timbres qui ont eu accessoirement 2 ou 3 tirages, mais donc 6 timbres qui représentent une vue à travers une porte mauresque de la mosquée de Tanger, où on voit le minaret de la mosquée, ainsi qu'un palmier, un dattier, qui est le seul exemplaire de Tanger à cette époque-là. C'est le seul sujet qu'il y aura. Les timbres sont en monnaie Mouzouna, qui est la valeur postale de l'époque liée au rial. Voici le réseau chérifien de l'époque, hein, qui court sur toutes les villes côtières et également sur les villes intérieures du Maroc, y compris les villes saintes où aucun Européen ne se trouve. Les bureaux étrangers étant évidemment beaucoup plus sur la côte que dans l'intérieur du pays. La sortie du courrier se faisait par 2 ports, essentiellement le port de Tanger, 80, 90, peut-être même 95% du courrier sont partis par Tanger, et l'autre port est le port de Casablanca, qui permettait également une sortie de courrier vers l'étranger. Alors, voici les premières lettres. Comme le disait Thomas, le port est payé par l'expéditeur qui appose les 2 timbres, autant le timbre intérieur que le timbre pour l'extérieur. Comme je l'ai dit au début, c'est une poste qui s'est fortement développée, qui était à cheval, qui était très efficace, mise en place par un Français et donc a concurrencé fortement les autres postes, et c'est pourquoi les étrangers l'ont fortement employé parce que c'était beaucoup plus rapide que les postes étrangères, en tout cas à l'intérieur du Maroc. Donc ici, c'est une lettre qui part de Fès et qui va à Dijon. Donc en haut à gauche, le dit Mouzouma ne sert qu'à faire le trajet intérieur, de Fès jusqu'à Tanger. À Tanger, on transfère la lettre vers le poste français. Et le timbre de 10 centimos apposé par l'expéditeur est obitéré par le bureau de poste français pour continuer sa route vers Dijon. Autre cas, une recommandation. On a donc 10 mouzouna de port intérieur plus 25 mouzouna de recommandés pour la recommandation intérieure. Hein, donc on part d'Arbaoua, qui est un peu en dessous de Exar el-Kébir,
et d'Arbaois, on va donc à Tanger pour continuer après son chemin vers Grenoble. L'étiquette, la première étiquette en dessous avec le cachet d'Arbaois ici, est l'étiquette chérifienne et elle a été surchargée par l'étiquette française quand le bureau français a pris le relais. Les étiquettes chérifiennes avaient en général des griffes de bureau, comme on le voit ici pour l'étiquette française avec la griffe du bureau de Tanger. Mais les petits bureaux ont dû se débrouiller manifestement sans griffe et ont indiqué soit le nom du bureau à la main au crayon ou ont employé le dateur pour indiquer le bureau de départ sur leur commandé. On a donc beaucoup d'exemples différents, de possibilités de fortune, je dirais, de griffes manquantes. Autre cas de mixte, donc on part ici de Meknès. Meknès était un des bureaux de l'intérieur qui avait des cachets sans date. Donc on a le mot en français Meknès au-dessus, en arabe en dessous, et la date devait être logiquement mise à la main à l'encre. Très peu de cas où on l'a mise, les bureaux de départ ne l'indiquaient pas et le cachet est sans date. Transfert donc de Meknès jusqu'à Tanger. À Tanger, on passe en poste française ici et la lettre continue vers Danemark. Le tarif français pour l'étranger est de 25 centimes et donc on a ici un port de 25 centimes par rapport au port précédent qui était de 10. Donc ici, on est dans un port à 25. Les destinations vers l'étranger autres que la France sont beaucoup, beaucoup plus rares. La majorité du courrier chérifien va vers la France, les Français étant un protectorat sur le Maroc, et les autres destinations sont beaucoup plus rares. Cette lettre a été envoyée par un soldat de la Légion étrangère qui n'avait pas la franchise postale. Il avait la franchise postale vers la France, mais pas vers l'étranger, et donc il a dû appliquer le port exact de 25 centimes vers son pays au Danemark. Ici, un cas de transfert via Casablanca. La lettre recommandée part de Fedala, qui se trouve juste en dessous de Casablanca. Il est donc affranchi à 10 centimes, à 10 mouzouna, pardon, pour le tarif intérieur et 25 recommandés vers Paris. Et donc, l'expéditeur a également affranchi 10 centimes plus 25 centimes pour le recommandé français. Et la lettre est sortie par Casablanca. À noter aussi l'emploi de cachets type pneumatique français. Ces cachets ont été employés dans 3 bureaux dans les colonies, à Casablanca, à Tanger et à Tananarive, à Madagascar. C'est les seuls endroits où cette forme de cachet est employée et ils sont relativement difficiles à trouver, surtout en poche chérifienne. Autre possibilité, c'est de sortir par la poste anglaise et d'avoir donc un mixte avec la poste anglaise. Cette carte postale part de Fès et va donc de Fès à Tanger. À Tanger, l'expéditeur a affranchi avec un timbre anglais et la carte postale est donc transférée au bureau anglais de Tanger qui oblitère le timbre et la transfère donc vers sa destination finale qui est l'Écosse. Ça paraît logique aussi que ce soit vers la poste anglaise que ce soit dirigé, puisque la destination est en Angleterre. Autre possibilité aussi, c'est les Espagnols. Donc ici, on a une lettre recommandée qui part de Tanger et qui va en Espagne, avec un affranchissement mixte de poche chérifienne pour la partie intérieure et de poste espagnole vers l'Espagne. C'est un peu curieux parce que pourquoi employer la poste chérifienne à Tanger alors qu'on a directement les postes étrangères comme possibilité. On pense que cette lettre a sans doute été envoyée soit par un organisme officiel chérifien, puisque c'est adressé à un organisme officiel chérifien en Espagne, ou alors qu'elle a été postée avant Tanger et qu'elle était oblitérée à l'arrivée de Tanger. 2 possibilités. Il y a 2 lettres du même courrier, mais ce sont 2 devant, et on n'a hélas pas l'arrière qui nous permettrait de savoir quel est l'expéditeur. Alors, pour terminer, voici un soi-disant mixte avec de la poste allemande. Je dis soi-disant parce que cette lettre
chez Maurice Hadida, présente un timbre chérifien en butéré à Fès, et à l'arrière, deux cachets chérifiens, un de Rabat et un de Casablanca. Donc manifestement, cette lettre, c'est une demi-lettre, je n'ai pas la partie supérieure qui a été coupée avec l'adresse, mais on peut donc deviner que son premier trajet était de Fès vers Casablanca par la poche chérifienne, et que cette lettre a probablement ou même certainement été transférée vers un autre destinataire via la poste allemande. Et les deux timbres allemands verts que l'on voit en bas à gauche ont été appliqués au-dessus du cachet de Fès. Hein, la petite dent du coin extrême est au-dessus du cachet. Donc ce n'est pas l'expéditeur qui a posé ces deux timbres. C'est certainement le premier destinataire qui a réaffranchi pour pouvoir la transférer vers un autre destinataire. Et donc la lettre est partie de Casablanca en poste allemande vers Mazagan en poste allemande, où elle arrive le 27 juin 1912. Mais donc on ne peut pas là vraiment parler d'affranchissement mixte. C'est un classique de la philatélie dans les transferts de courrier avec réaffranchissement. Bien se méfier de ce genre de choses qui sont souvent vendues, je dirais, comme mixte, affranchissement mixte, d'autant plus que les affranchissements mixtes allemands sont extrêmement rares, beaucoup plus rares que les deux autres. Et on a vu, le français étant, comme vous avez pu sans doute le constater, ou je vous l'ai dit, était le plus courant à 80-95%. Voilà, c'est la fin de la conférence sur ce sujet-là. Merci bien.